j'ai fait une prépa donc à Rabelais, j'ai fait PCSI, PC. Après, je suis rentré, j'ai fait PCSI, PC, 3,5, 5,5. Après, je suis allé à l'école centrale de Lyon. Et en sortant de l'école centrale de Lyon, je suis allé faire mon stage de dernière année au commissariat à l'énergie atomique à Grenoble. Et j'ai continué en thèse, tout simplement. Parce que bon, j'avais déjà en tête de faire une thèse, de faire un peu de recherche, parce que finalement, l'école Centrale Lyon, c'est une très bonne école, c'était très intéressant, j'ai appris plein de choses, mais c'est une école généraliste qui est. Bon, c'est bien, j'ai appris plein de choses, encore plus de choses que ce à quoi je m'y attendais. Par contre, quand je suis sorti, j'avais un peu l'impression de connaître un peu sur tout et beaucoup sur rien. Et donc, je suis allé faire une thèse voilà, pour me spécialiser un peu dans un domaine qui m'intéressait, et puis aussi parce que j'avais envie de rentrer un peu dans les détails, quoi. Voilà. Et d'aller au bout, quelque part. En fait, la partie qui est ce qu'on appelle la zone active, la partie dans laquelle on va faire la recombinaison électron-trou et on va émettre la lumière, c'est la partie qui est prise dans le sandwich là. Et elle est là pour ça d'ailleurs, hein. Elle est là pour avoir une grande concentration de porteurs, pour avoir aussi pour pouvoir contrôler la valeur de la bande interdite. Parce que ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, finalement, le GAN, c'est un matériau qu'on maîtrise relativement bien, qu'on arrive à rendre à la fois bien d'OPP, bien d'OPN. Par contre, il émet dans l'UV. Et donc, pour émettre pour la lumière visible, c'est pas très pratique. Et par contre, l'InGaN, en fait, l'InGaN, le truc, c'est que c'est un alliage. Donc, si on regarde comme ça la bande interdite, c'est pas du tout quelque chose de joliment plat comme ça, parce que au niveau local, pour peu qu'il y ait quelques atomes d'indium à un endroit, un peu moins à un autre, il va y avoir des fluctuations et les porteurs ils peuvent rester piégés dans ces endroits-là. Et donc l'InGaN, c'est pas très pratique. On a du mal à le rendre bien conducteur et à bien le maîtriser. Par contre, lui, l'InGaN, suivant la quantité d'indium qu'on met dans l'alliage, hein, on arrive à émettre potentiellement sur toute la gamme visible. Hop, attends, c'est où? Voilà. C'est-à-dire que le GAN, là, il a une bande interdite à 3,5 électronvolts, ça veut dire qu'il émet vers 350 nanomètres de longueur d'onde, 360 à peu près. Sachant que la lumière visible, globalement, c'est 400 nanomètres à 750 nanomètres. Par contre, comme on le maîtrise bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste l'utiliser, ce matériau, comme conducteur. Et au milieu, on va y avoir la zone où vraiment, là, on va mettre le matériau qui nous intéresse au niveau de l'émission de lumière. Et donc ça, c'est de l'INGAN. Finalement, dans nos nanophiles, c'est comme ça, on a une grande partie de nanophiles GAN d'OPP, puis ensuite on a nos quelques insertions avec on a tout simplement rajouté de l'indium dans le matériau, et par-dessus on dépose du GAN d'OP, en bas c'est d'OPN, en haut c'est d'OPP. Et finalement, la partie qui va émettre la lumière, ça va juste être comme ça des petites insertions d'InGaN qui font quelques nanomètres d'épaisseur, ça dépend de l'échantillon, même dans les LED planaires, les LED commerciales, c'est des insertions qui font quelque chose comme entre 1 et 3 nanomètres d'épaisseur. Voilà. L'intérêt étant que plus c'est fin, plus le volume est réduit, et donc plus les porteurs qu'on va rajouter vont être finalement compressés les uns sur les autres. Et donc ils vont avoir tendance à se recombiner très vite, tout simplement parce qu'ils vont être en contact étroit. Alors que dans cette structure, si on envoie les porteurs, mais dans un grand volume, finalement on se retrouve avec une faible densité de porteurs, l'interaction entre les électrons et les trous va être relativement faible. Ils vont mettre du temps à se recombiner, éventuellement s'il y a des défauts, ils vont carrément pas se recombiner ou se recombiner sans émettre de lumière, et on veut éviter ça. Donc on essaye vraiment de concentrer les électrons et les trous qu'on injecte dans le volume le plus petit possible. Bon, c'est vrai, après il se passe d'autres choses, mais globalement c'est l'idée. Pas exactement,
en tout cas pour l'instant, en tout cas c'est pas commercialisé. Ceci dit, ça peut arriver vite, hein. Il y a rien que sur ces thématiques-là, par exemple, je parle que de ce que je maîtrise vraiment de mon sujet de thèse, mais sur ces thématiques-là, donc les LED à base de nanophiles, il y a une start-up qui s'est montée en Suède il y a 2-3 ans et une start-up qui s'est montée dans mon labo avec une technologie un petit peu différente l'année dernière. Donc bon, moi je ne suis pas tout à fait convaincu de dans quelle mesure ça peut marcher, et surtout dans quelle mesure eux ce qu'ils font ça va marcher, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec leur approche, et je pense que ils sont en train de dire début 2014 on part en production. Moi j'y crois pas trop, mais potentiellement ça peut venir assez vite. Et après, bon là j'ai parlé d'un exemple de nanophile, hein. C'est une nanophile dans des matériaux particuliers et avec une technique particulière. Par exemple, là c'est une nanophile, c'est une technique finalement qu'on appelle bottom-up, donc du bas vers le haut. C'est-à-dire qu'on va créer nos nanophiles, en fait on va déposer notre matériau, il va directement se faire en forme de nanophile. Par contre, il y a encore d'autres façons d'en faire, tout simplement, c'est de déposer notre matériau sous forme de couche mince et de venir graver, de venir finalement enlever une partie du matériau pour juste laisser des colonnes. Et ça, il y a des choses qui commencent à être utilisées, par exemple dans les prochaines générations de transistors. On a vu là, on est à 22 nanomètres, je crois, sur la technologie actuelle, et les technologies qui vont bientôt arriver, c'est comme ça. Là, on est vraiment dans les nanotechnologies, au sens où, au lieu d'avoir un transistor qui va être planaire, c'est-à-dire un transistor qui va ressembler à ça, avec une zone d'OPN, une de l'autre côté, puis une zone puis un matériau d'OPP en général autour. Ce qu'on va faire, c'est que, ce que les gens sont en train de faire, c'est ils vont graver ici là pour dégager, pour en fait faire un espèce de nanomur de comment dire, en fait, voilà, au lieu d'avoir quelque chose comme ça, il faut imaginer que la surface, au lieu d'être ici, elle va être là, et puis hop, ça va monter au milieu, et après la couche d'oxyde, au lieu d'être uniquement planaire comme ça et d'avoir une influence finalement pas très importante sur cette zone-là, parce qu'on commence à être assez loin, l'oxyde il va être déposé non seulement ici, mais aussi sur les côtés du canal. Et donc ça permet encore d'améliorer les performances et de travailler à des tensions plus réduites, etc. Et donc ça c'est une application pas vraiment des nanophiles, mais où on commence à voir les nanotechnologies, vraiment où on est plus sous forme de couches minces, parce que les couches minces c'est aussi des nanotechnologies finalement. Quand on a des couches minces qui ont quelques nanomètres de diamètre, d'épaisseur, c'est des nanotechnologies. Mais là on se retrouve avec des nano-objets vraiment tridimensionnels et qui vont arriver dans vos processeurs d'ici moins d'un an, je pense. Donc, j'espère que ça répond un peu à ta question. Après, de façon générale, ce qu'on appelle les nanotechnologies, c'est quand même extrêmement vaste, hein. Ça va, il y a les semi-conducteurs, évidemment, il y a un certain nombre d'applications dans les semi-conducteurs, ça peut aller comme ça, des transistors 3D, il y a des gens qui essayent de faire des transistors avec des nanophiles de silicium, par exemple, mais aussi, il y a des gens qui essayent de faire des cellules photovoltaïques à base de nanophiles encore, parce que le principe étant que, au lieu d'avoir une couche comme ça, là, au lieu d'avoir des couches planaires, on va avoir des nanophiles. Il faut imaginer que notre jonction PN, elle va être là, on va avoir un matériau d'OPP au milieu, et un matériau d'OPN autour, et notre cellule. En fait, on va avoir une forêt de nano-cellules photoélectriques. Et l'idée étant que si on fait ça, on arrive à multiplier la surface disponible. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir uniquement la surface du support qui va être disponible, on va avoir une surface active
qui va être peut-être 10 ou 100 fois plus importante parce qu'on va utiliser les surfaces latérales des nanophiles. Voilà. Donc il y a énormément d'applications dans énormément de domaines, énormément de recherches. Ça peut être sur les semi-conducteurs, ça peut être sur autre chose. Hein. Euh, et honnêtement, c'est pas vraiment possible pour quelqu'un d'être spécialiste de tout. Et je pense qu'il y a probablement des choses qui sont de l'ordre des nanotechnologies qui sont déjà un peu en service. Et on a parlé par exemple de certaines crèmes ou de choses comme ça, ou encore il y a des nanoparticules. En tout cas, si c'est pas encore là, ça sera là bientôt. Voilà. Alors c'est juste que les nanotechnologies, c'était assez à la mode il y a quelques années. Après, il y a eu, comme toujours, un retour de bâton où les gens ont commencé à dire les nanotechnologies, ça fait peur. Et, bon, ils ont raison en partie. Il y a aussi des vraies questions qui restent posées avec le fait d'avoir comme ça des nano-objets, des questions qu'on se pose et où on n'a pas forcément encore les réponses. Et donc voilà, comme il y a eu cette peur, je pense qu'il y a probablement des choses à base de nanotechnologie qui existent maintenant. C'est juste qu'il y a 5 ans, ils auraient dit acheter la nouvelle poudre nano et maintenant ils ne le disent plus. Ils disent nouvelle performance, c'est super. Ils disent pas nano. C'est plus difficile, c'est différent en fait. C'est pas forcément beaucoup plus difficile. Parce que déjà les technologies des couches minces, ça peut poser des problèmes. Par exemple, si on regarde tout simplement, hop, voilà, une bête diode électroluminescente planaire avec à base de nitrure, ce qu'il y a peut-être dans les ampoules par là, ben c'est déjà pas évident. Le substrat, c'est un substrat saphir, ça coûte cher, c'est pas disponible sur des grandes surfaces, donc on peut pas avoir comment dire, tout simplement, au lieu de pouvoir faire 1 mètre carré d'un coup, on va faire plusieurs fois des disques de 2 à 3 pouces de diamètre, hein, quelque chose comme ça. Donc ça va diminuer l'efficacité, enfin l'efficacité comment dire, ça va diminuer finalement la quantité de LED qu'on peut faire en un seul run. De la même façon, un autre problème, c'est que par exemple le saphir, on est bien content que ça existe parce que ça nous permet de faire des choses, par contre c'est pas conducteur. Du coup, quand on veut venir faire passer le courant dans la structure, on peut déposer un contact au sommet, c'est facile. Par contre, pour venir injecter par l'autre côté, on ne peut pas juste se contenter de déposer un contact ici puis de faire passer le courant comme ça. Il faut venir graver pour arriver au GN, d'OPN, déposer des contacts électriques ici. Et ça, si on arrive à le faire avec des nanophiles, l'intérêt c'est que comme on relâche facilement les contraintes, on peut éventuellement utiliser du substrat de silicium. Le silicium, c'est pas cher, c'est conducteur, c'est disponible sur des grandes surfaces. Si on arrive finalement à avoir un processus assez simple pour avoir les nanophiles, on gagne énormément. On gagne énormément sur ce truc-là. Donc voilà. Les nanotechnologies, en tout cas le fait de passer comme ça à des structures, des nano-objets, c'est pas forcément plus cher. Voilà, c'est pas forcément beaucoup plus compliqué. C'est nouveau, c'est peut-être un peu plus difficile à optimiser. Il y a de la recherche à faire surtout parce que les couches minces, où c'est pareil, c'est le même problème avec les nouveaux matériaux par rapport au silicium. C'est maîtrisé depuis très longtemps. Et quand on essaye de faire des nanomatériaux, quand on veut faire des nouveaux matériaux, faut faire la recherche, il faut éventuellement construire de nouvelles usines, développer des nouvelles machines pour faire ces objets-là. Donc ça coûte cher. Mais après, au final, une fois que cet investissement il est fait, c'est pas forcément beaucoup plus cher. Parce qu'il faut savoir que déjà, les couches minces, c'est pas gratuit. Hein. Moi, je vois ça avec voilà, cette machine qu'on avait là, épitaxie par jet moléculaire, c'est un truc, c'est une technique de dépôt de couche mince. Voilà, moi j'ai fait des nanophiles avec parce que dans certaines conditions, avec mon matériau, ça fait des nanophiles. Et donc, à partir de là, on l'utilise. Mais à la base, c'est une technique de dépôt de couche mince assez classique. C'est pas une technique très industrielle parce qu'elle va pas très vite. Et voilà, c'est une technique vraiment classique. Et ça, le bâti qu'on a au labo, il coûtait à peu près 700 000 euros, je crois.
Et on en a plusieurs comme ça au labo. Donc déjà, il faut imaginer le coût de l'investissement, sachant que c'est juste des trucs, c'est vraiment des trucs de recherche. C'est-à-dire qu'on peut faire un échantillon à la fois. L'échantillon, il fait à peu près 5 cm de diamètre. Et c'est pas avec ça qu'on va faire de la production industrielle. Mais déjà, ça coûte très cher. Ensuite, il y a l'entretien. C'est des trucs qui sont sous ultra vide. Donc l'ultra vide, bon, il n'y a pas de secret. Hein. Pour avoir de l'ultra vide, on prend notre cocotte minute, on la ferme avec les joints qui vont bien. On pompe pendant une semaine ou deux, voire plus. Et on pompe en chauffant sur les côtés pour bien décoller tout ce qui a pu, tous les atomes les atomes, les molécules qui ont pu se déposer sur les parois. On pompe tout ça, donc déjà on perd du temps de machine. À chaque fois qu'il y a un problème de machine, on est obligé d'ouvrir. Donc derrière, c'est une semaine ou deux pour pomper. Après, il faut refaire les calibrations. Donc ça aussi, ça coûte très cher. Les parois sont refroidies à l'azote liquide. On en a 4 comme ça au labo. Ça fait 120 000 euros par an, rien que pour l'azote liquide. Donc voilà, là, c'est un truc, rien que pour l'utilisation de techniques comme ça, à une technique, à une échelle absolument pas industrielle, c'est déjà très très cher. Donc, ouais, même les couches minces, déjà, ça peut être intéressant d'essayer d'aller plus loin, quoi.